Le 20 octobre marquait le 12e anniversaire de la mort et la chute de Mouammar Kadhafi. Durant cette période, le peuple libyen a été témoin d'une série de bombardements de l'OTAN, de 2 guerres civiles et de la terreur de l'État islamique. Après tant d'années de combats et de souffrances, l'avenir de la Libye semble toujours sombre. Le pays reste divisé, avec 2 centres de pouvoir, l'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk, qui se disputent l'influence. La situation est encore compliquée par le fait que la Libye est une arène de compétition entre un certain nombre d'acteurs étrangers ayant des intérêts d'un côté ou de l'autre dans le conflit libyen. Comment se fait-il que la Libye n'ait toujours pas réussi à se stabiliser après 12 ans? Bienvenue dans le rapport des années 20. Alors que les manifestations du printemps arabe balayaient la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays arabes fin 2010 et début 2011, le personnel de l'ambassade américaine à Tripoli avait du mal à évaluer si le printemps arabe toucherait la Libye. Pour la plupart, le régime de Mouammar Kadhafi semblait hors de danger. Kadhafi dirigeait la Libye depuis 42 ans. C'était un leader controversé et excentrique. Il a exposé sa doctrine politique en 1975 dans ce qu'on appelle le Livre vert, une étrange combinaison de socialisme, d'islam et de démocratie directe. Kadhafi a critiqué la propriété privée, les institutions étatiques et la définition traditionnelle de l'État. Au lieu de cela, il a proposé le concept d'une Jamahiriya, État du peuple, dans laquelle chaque aspect de la vie serait contrôlé par une myriade de comités populaires. Kadhafi a pu mettre en pratique ses idées originales grâce aux richesses incalculables qui se trouvent sur la surface du désert libyen, le pétrole découvert dans le pays à la fin des années 1950. La transformation complète de l'État a été d'autant plus facile que, malgré son vaste territoire, la Libye reste un pays extrêmement peu peuplé. Lorsque Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969, la Libye comptait moins de 2 millions d'habitants. Le radicalisme intérieur de Kadhafi n'avait d'égal que sa politique étrangère. Il se considérait comme un révolutionnaire et n'épargnait aucune dépense pour soutenir non seulement les organisations palestiniennes, mais aussi, par exemple, l'armée républicaine irlandaise ou les missiles du Congrès national africain luttant contre l'apartheid en Afrique du Sud. Cependant, l'histoire révolutionnaire de Kadhafi présentait de nombreux côtés sombres. Avec ses pétrodollars, Kadhafi a financé le terrorisme international. Ce sont les services libyens qui sont à l'origine de l'attaque du vol Pan Am 103 qui s'est écrasé au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie, tuant 270 personnes. Les hommes de Kadhafi sont également responsables de l'attentat à la bombe contre une discothèque à Berlin-Ouest, qui a tué 2 soldats américains et en a blessé 200 autres. Le soutien du dictateur au terrorisme l'a rapidement amené à se confronter aux États-Unis. En 1986, le président Reagan a qualifié Kadhafi de chien fou du Moyen-Orient et a ordonné le bombardement de bases militaires stratégiques en Libye. En 1992, les Nations Unies ont interdit les exportations d'armes vers la Libye et en 1996, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques paralysantes à la Libye. La pression économique a finalement contraint Kadhafi à faire des concessions. Après les attentats du 11 septembre 2001, Kadhafi est passé du statut de chien fou du Moyen-Orient à l'un des partenaires les plus importants de Washington dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Les hommes de Kadhafi ont fourni aux Américains une mine de renseignements sur les activités d'Al-Qaïda, tandis que la CIA transférait souvent des djihadistes capturés en Libye, où ils étaient détenus dans la célèbre prison d'Abu Salim, où Kadhafi détenait également des prisonniers politiques. En 2003, les sanctions ont été levées, et en 2006, après une interruption de 26 ans, les Américains ont rouvert leur ambassade à Tripoli. Washington était optimiste quant aux perspectives de poursuite de la coopération avec la Libye. Les espoirs étaient particulièrement grands pour le fils de Mouammar, Saïf al-Islam, autour duquel les réformateurs libyens s'étaient ralliés. Certains diplomates considéraient Saïf comme le futur dirigeant potentiel de la Libye, capable de mettre le pays sur la voie de réformes sérieuses. Lorsque les manifestations du printemps arabe ont commencé au Moyen-Orient, les Américains n'y ont pas vu une menace significative pour le maintien au pouvoir de Kadhafi. La famille Kadhafi elle-même a adopté un point de vue similaire. En janvier 2011, à la suite de l'éviction du président Ben Ali par des manifestations en Tunisie voisine, le plus jeune fils de Mouammar, Kamis Kadhafi, s'est lancé dans une longue tournée aux États-Unis qui comprenait une visite à l'académie militaire de West Point. Mais en février 2011,
le soulèvement du printemps arabe a atteint la Libye. L'ampleur et l'intensité des manifestations ont surpris les forces de sécurité, qui ont commencé à perdre le contrôle de la situation dans les villes libyennes. En seulement une semaine, Kadhafi a perdu le contrôle de la majeure partie de la Cyrénaïque et de ses villes, Benghazi, Tobrouk ou Baïda. Le colonel Kadhafi est apparu à la télévision. Il a accusé les manifestants d'être parrainés par des services de renseignement étrangers et a menacé de rétablir l'ordre en Libye, je cite, rue par rue, maison par maison. Fin de citation. De même, Saïf, considéré comme un libéral, a annoncé publiquement que les rues des villes libyennes seraient inondées de sang. Le clan Kadhafi a choisi la voie de la confrontation. Ainsi commença la guerre civile libyenne, ou plutôt son premier épisode. Les forces de Kadhafi se sont rapidement remises de leur défaite initiale et ont lancé une contre-offensive. Début mars, les forces loyalistes étaient au port de Benghazi, la principale ville de l'est de la Libye. Il semblait qu'écraser la rébellion n'était qu'une question de temps. Mais ensuite, l'Occident est entré en scène. Le 12 mars, la Ligue arabe a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. En réponse, le Conseil a adopté la résolution 1973 qui autorisait le recours à tous les moyens pour protéger les civils libyens. Quelques jours plus tard, le 19 mars, l'OTAN lançait une intervention militaire en Libye. Les avions de l'Alliance ont commencé à bombarder les positions des forces de Kadhafi. Même si les Américains constituaient le contingent le plus important au sein de la coalition internationale, le plus grand partisan de l'intervention était le président français Nicolas Sarkozy, qui a exercé d'intenses pressions dans les capitales occidentales. La résolution 1973, qui constituait la base de l'intervention de l'OTAN, parlait uniquement de la nécessité de protéger les civils et non de renverser le régime de Kadhafi. Mais même l'enquête de la Chambre des communes britannique de 2016 sur l'intervention en Libye a reconnu que les objectifs de l'OTAN avaient évolué et que l'objectif initial de protéger les civils avait très vite été remplacé par le désir de se débarrasser de Kadhafi. Au lieu de se concentrer uniquement sur la protection des civils, les avions de l'OTAN ont été utilisés pour fournir de facto un soutien aérien aux forces rebelles combattant les troupes de Kadhafi. Pire encore, l'embargo sur les armes imposé par l'ONU à la Libye n'a pas été respecté. En fait, la coalition pensait que l'embargo ne s'appliquait qu'aux fournitures destinées à Kadhafi. En conséquence, des tonnes d'armes en provenance du Qatar et des Émirats arabes unis, entre autres pays, se sont retrouvées dans les mains des rebelles. L'armée de Kadhafi a résisté encore quelques mois, mais la guerre était impossible à gagner. En août, les rebelles avaient pris la capitale, Tripoli, et en octobre, Kadhafi était tué près de Sirte, l'un des derniers bastions du contrôle loyaliste. La mort de Kadhafi n'a pas apporté la paix en Libye, mais a simplement marqué le début d'une nouvelle phase de la lutte pour le pouvoir. Peu après la chute de Kadhafi, le gouvernement intérimaire a pris une décision qui aurait des conséquences désastreuses dans les mois à venir. En décembre 2011, la Banque centrale a commencé à verser des salaires aux membres des milices rebelles. À l'époque, des milliers de jeunes Libyens pensaient que rejoindre les milices était un bon moyen de gagner de l'argent. En conséquence, les rangs des milices ont grossi dans des proportions absurdes. On estime qu'environ 50 000 rebelles ont combattu contre Kadhafi. Mais peu après que la Banque centrale a commencé à leur verser des salaires, les milices ont quintuplé leur nombre pour atteindre 250 000 combattants. L'anarchie qui a suivi la chute de Kadhafi devait être temporaire. Dès 2012, des élections ont eu lieu pour le Congrès général national, censé rédiger une nouvelle constitution dans un délai de 18 mois. Mais le Congrès se montre impuissant face aux milices. Le gouvernement central n'existait que sur le papier. Le pays était dirigé par des milices individuelles. Ils n'ont respecté ni le Congrès, ni le gouvernement intérimaire, ni les uns les autres. Des combats constants entre milices rivales ont eu lieu dans les villes libyennes. Pour aggraver les choses, certaines milices ne recherchent pas seulement l'argent, mais aussi l'idéologie. Un certain nombre de groupes islamistes ont commencé à opérer dans le pays, dirigés par des vétérans libyens du djihad en Afghanistan. La propagation du militantisme a eu des conséquences désastreuses. En 2012, les djihadistes d'Ansar al-Sharia ont réussi à tuer l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Stevens, à Benghazi. Un an plus tard, une autre milice kidnappe le premier ministre libyen à Tripoli, tandis qu'Ibrahim Jahran, l'un des chefs de guerre de Cyrénaïque, s'empare des terminaux d'exportation et tente de vendre seul le pétrole libyen. Début 2014, la Libye était dans un chaos total. Le pays était dirigé par des milices.
Le Congrès général national non seulement n'a pas réussi à rédiger une nouvelle constitution, mais il a également prolongé son propre mandat sans aucune consultation. L'anarchie a été rapidement exploitée par un seul homme, le maréchal Khalifa Haftar. Khalifa Haftar a été un proche collaborateur de Muammar Kadhafi pendant de nombreuses années. Ils se sont rencontrés dans les années 1960, alors qu'ils étudiaient tous deux à l'académie militaire de Benghazi. Haftar a été impliqué dans un complot contre le roi et, en 1969, il a participé à un coup d'État militaire qui a porté Kadhafi au pouvoir. Grâce à sa connaissance de Kadhafi, Haftar a rapidement progressé, devenant chef d'état-major de l'armée libyenne. Cependant, en 1987, la carrière de Haftar en Jamahiriya a pris fin lorsqu'il a été capturé lors de la guerre entre la Libye et le Tchad. Kadhafi était furieux et lui a retiré tous ses titres. Selon des sources non officielles, Haftar aurait été recruté par la CIA alors qu'il se trouvait dans un camp de prisonniers de guerre. Il a été libéré du camp peu de temps après. Haftar a ensuite rejoint l'opposition libyenne et a annoncé la formation de la soi-disant Armée nationale libyenne pour lutter contre Kadhafi. Pourtant, en 1990, un coup d'État militaire a eu lieu au Tchad et Haftar a été contraint de fuir. Avec l'aide des Américains, il s'installe dans le nord de la Virginie et disparaît de la vie publique pendant plusieurs décennies. Haftar n'est revenu en Libye qu'en 2011, alors que la guerre civile avait déjà commencé. Il annonce la réactivation de l'armée nationale libyenne et tente, sans succès, de prendre le commandement de toutes les forces rebelles. Mais Haftar était déterminé et a passé les mois suivants à reconstruire son ancienne influence. L'occasion de revenir sur la scène s'est présentée début 2014, lorsque le Congrès général national a prolongé son mandat. Haftar est ensuite allé à la télévision et a appelé à une rébellion contre le Congrès et à de nouvelles élections. Le gouvernement intérimaire a qualifié Haftar de rebelle et l'a accusé d'avoir tenté d'organiser un coup d'État militaire. Mais Haftar a mis son plan en exécution. En mai, il a lancé une opération baptisée « Dignité » contre les milices islamistes opérant à Benghazi. Entre-temps, il a obtenu le soutien de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Russie, et d'autres milices ont commencé à rejoindre son armée nationale libyenne. Finalement, en juin 2014, la Libye a organisé de nouvelles élections, cette fois pour élire la Chambre des représentants, afin de remplacer le Congrès inefficace. Cependant, seuls 18% des citoyens éligibles y ont participé. Une participation aussi faible a soulevé des doutes sur la légitimité du nouveau Parlement. Les islamistes associés aux frères musulmans ont essuyé une lourde défaite électorale. Ils ont donc refusé de reconnaître les résultats des élections et ont pris le contrôle de la capitale, Tripoli, par la force, craignant que Haftar ne soumette l'ensemble de la Libye. Peu de temps après, il fut annoncé que le Congrès général national poursuivrait ses travaux. La Chambre des représentants nouvellement élue a dû se déplacer vers l'est, dans les zones contrôlées par Haftar. La Libye entre ainsi dans une période de double gouvernement. La partie occidentale du pays était contrôlée par le Congrès général national, basé à Tripoli. L'Est était contrôlé par la Chambre des représentants, siégée à Tobrouk. Mais le pouvoir de la Chambre des représentants était nominal. Le dirigeant de facto était le maréchal Haftar, à qui la Chambre a confié le poste de chef des forces terrestres libyennes. La mesure dans laquelle la Deuxième Guerre civile a compliqué la situation en Libye est mieux illustrée par le fait que, pendant que les combats se poursuivaient entre les forces de Tripoli et l'armée de Haftar, la Banque centrale de Libye, basée à Tripoli, payait les salaires des deux parties belligérantes. Comme si cela ne suffisait pas, le déclenchement de la Seconde Guerre civile a été brièvement exploité par les djihadistes. Certaines des milices les plus radicales ont prêté allégeance à l'État islamique et des drapeaux noirs ont flotté sur Sirte, Darna et certaines parties de Benghazi. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2016 que les forces du califat ont été repoussées des villes libyennes. Les combats entre les forces de Haftar et Tripoli ont été longs et sanglants, mais aucune des deux parties n'a pu obtenir un avantage significatif, si bien que le front restait dans l'impasse. Fin 2015, les deux parties belligérantes ont signé un accord de paix au Maroc, sur la base duquel un gouvernement de réconciliation nationale a été formé, basé à Tripoli. Le gouvernement a commencé son travail, mais s'est vite révélé n'être qu'une institution dysfonctionnelle et les combats ont repris. Finalement, début 2019, une avancée décisive a eu lieu. Pendant des mois, les forces du maréchal Haftar ont été renforcées par des livraisons d'armes en provenance d'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Russie, qui a même envoyé le groupe Wagner en Libye.
Haftar était suffisamment renforcé pour être prêt à une dernière répression contre le gouvernement de Tripoli. En janvier 2019, les forces de Haftar s'emparaient de Sabha, dans le sud-ouest du pays, et des champs pétroliers environnants. En avril, Haftar a commencé à resserrer l'étau autour de Tripoli. Son armée nationale libyenne a capturé Garjan, coupant ainsi la liaison terrestre entre Tripoli et la Tunisie. Juste au moment où Haftar semblait sur le point d'obtenir gain de cause et de soumettre Tripoli, un autre rebondissement s'est produit et un nouvel acteur est apparu sur la scène, la Turquie. La Turquie est impliquée dans la crise libyenne depuis le début, en 2011, lorsqu'elle a rejoint l'intervention de l'OTAN contre Kadhafi. La Libye, en revanche, entretient des liens historiques et culturels étroits avec la Turquie. Entre 1551 et 1912, la Libye faisait partie de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, on estime que jusqu'à 20% des Libyens ont des racines turques. La marche de Haftar sur Tripoli a cependant retenu l'attention des Turcs, non pas par désir de défendre leurs compatriotes, mais en raison des intérêts durs en jeu dans la situation en Méditerranée. À mesure que l'étau se resserre autour de Tripoli, le différend entre la Turquie et la Grèce sur le partage des eaux méditerranéennes et la création des zones économiques exclusives s'intensifiait. Le jeu en valait la chandelle, car il existe d'importants gisements de gaz au fond de la Méditerranée occidentale. Des milliards de dollars étaient en jeu. Dans ce jeu, les Turcs ont décidé de jouer l'as de leur manche. En novembre 2019, Ankara a signé un accord avec le gouvernement de Tripoli sur la délimitation des frontières maritimes. Selon l'accord, la zone économique exclusive de la Turquie serait directement frontalière avec celle de la Libye. Les Turcs ont ainsi accaparé de facto une partie des eaux revendiquées par Athènes. Cependant, l'accord n'aurait servi à rien si Haftar s'était emparé de Tripoli. Par conséquent, immédiatement après la signature de l'accord, la Turquie a considérablement accru son soutien militaire au gouvernement de Tripoli. Les troupes rebelles syriennes que les Turcs avaient recrutées pour combattre en Libye sont arrivées à Tripoli en décembre 2019. Un mois plus tard, alors que Haftar déclarait que la fin de Tripoli était proche, le président Erdogan annonçait officiellement le début de l'intervention militaire turque. Grâce au soutien turc, en 6 mois, les forces de Haftar ont été chassées non seulement de la capitale elle-même, mais aussi de nombreuses autres villes tripolitaines. Les Turcs ont également tenté d'occuper la partie centrale de la Libye, mais leur offensive sur Sirte s'est rapidement effondrée et une nouvelle impasse est suivie sur le front. Les deux camps, déjà fatigués des combats, ont signé un accord de cessez-le-feu permanent en octobre 2021. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre civile, la Libye reste un pays profondément divisé. Même si le cessez-le-feu de 2021 a instauré un gouvernement d'unité nationale pour gouverner l'ensemble du pays, la rivalité entre Tripoli et Tobrouk n'a pas disparu. La profondeur de cette rivalité est mieux illustrée par la situation de 2022. Le Parlement libyen, le Conseil des représentants, toujours basé dans l'est du pays, a voté une motion de censure à l'encontre du gouvernement du Premier ministre Al-Dubaïba. Le Conseil des représentants a nommé Fatih Bachaga comme nouveau Premier ministre. Cependant, lorsque Bachaga s'est rendu à Tripoli pour prendre ses fonctions, les milices l'ont chassé de la capitale. Pendant ce temps, le Premier ministre sortant Dubaïba a refusé de quitter ses fonctions, affirmant que la décision du Parlement de le démettre de ses fonctions était invalide. Dubaïba a déclaré qu'il ne quitterait pas le pouvoir tant que les élections législatives et présidentielles n'auraient pas eu lieu. Cependant, personne ne sait quand ces événements auront lieu. Ils ont été reportés à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. Début septembre, le cyclone Daniel a frappé le nord-est de la Libye. L'augmentation des précipitations a provoqué la rupture de 2 barrages près de la ville de Derna. L'eau libérée a inondé la ville. Au moins 11 000 personnes ont péri dans les inondations. La tragédie de Derna est en quelque sorte emblématique de la situation actuelle en Libye. Il y a plusieurs années, des experts ont averti les autorités locales que les barrages de Derna avaient un besoin urgent de réparation. Mais les appels à une action urgente sont restés sans réponse. Malgré 2 guerres civiles et plusieurs tentatives d'accord de paix, la Libye reste divisée entre 2 centres de pouvoir rivaux qui ne veulent pas faire de compromis. Et, même lorsqu'ils le font, et sous la pression de la communauté internationale, ils ne parviennent finalement pas à le respecter. Il semble que Tripoli et le maréchal Haftar espèrent toujours que la situation internationale évoluera en leur faveur et qu'ils auront l'opportunité de prendre le pouvoir sur l'ensemble du pays. Le nombre d'acteurs étrangers impliqués en Libye rend également difficile la recherche d'un compromis
ou la résolution du sort du pays sur le champ de bataille. Le gouvernement de Tripoli est soutenu par la Turquie et le Qatar. En revanche, l'Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis soutiennent le maréchal Haftar. Dès qu'une partie au conflit prend le dessus, les acteurs étrangers qui soutiennent l'autre partie augmentent leur aide et maintiennent le statu quo. Ce fut par exemple le cas lors de la marche de Haftar sur Tripoli, lorsque la chute de la ville semblait inévitable, mais que l'intervention turque a renversé le cours de la bataille. Cependant, il semble y avoir encore une lumière au bout du tunnel pour la Libye. Après de nombreuses années de relations tendues, la Turquie a normalisé en 2021 ses relations avec les Émirats arabes unis. Les relations d'Ankara avec Abu Dhabi s'améliorent, comme en témoigne une série de visites bilatérales ces derniers mois. Progressivement, mais très lentement, la réconciliation entre la Turquie et l'Égypte progresse également. À l'été 2023, Ankara et Le Caire ont repris leurs relations diplomatiques vers leurs ambassades après une interruption de 10 ans. Il est possible que l'amélioration des relations entre la Turquie, l'Égypte et les Émirats ait également un impact positif sur la situation en Libye. Si ces trois pays commencent à faire pression sur leurs alliés libyens, un accord de paix pourrait être mis en œuvre. Mais les factions libyennes l'accepteraient-elles ou reprendraient-elles les armes ?